c'est Oui, parti. ça va bien. Ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour et bienvenue au podcast Connexion Primordiale et à la chaîne YouTube Le Plaisir d'apprendre. Donc aujourd'hui, on va s'entretenir avec Caroline Deville parce que on va sortir un nouveau livre qui s'appelle Les fonctions oro-maxillofaciales avec Caroline Deville et on est super content parce que ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet et il faut que vous en sachiez plus parce que c'est tellement génial ce bouquin et le sujet dont elle parle. Donc je voulais m'entretenir avec toi Caroline et bienvenue. Merci Paul, merci beaucoup pour ton invitation. Ouais, et t'es aux États-Unis, ça fait combien d'années que tu vis là-bas? Oui, alors moi je suis ici maintenant depuis 11 ans, un petit peu plus de 10 ans donc. Au départ, c'était un déménagement bon, bah, pour le travail de mon mari, hein, voilà, tout simplement. Et on s'était dit, bah, c'est une expérience de 2 3 ans de vivre une vie en dehors de la Belgique parce que je suis belge, d'avoir cette expérience d'expatriation. Et puis finalement, les choses de la vie ont fait qu'on y est toujours. Ouais, ouais, super, super. Alors, t'es expatrié aux États-Unis. Il y a deux autres choses à savoir sur toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Très important, t'as quatre enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai 4 enfants qui sont bah, à l'heure d'aujourd'hui âgés entre 12 ans et bientôt 7 ans. Ouais. Donc voilà, 7, 9, 11 et 12. Oui. Et ça, c'est important parce que pour parler du sujet qui nous intéresse, c'est aussi intéressant d'avoir des enfants et d'avoir eu des enfants. Parce que c'est toujours bien quand on parle de qu'est-ce qu'on doit faire quand on parle des enfants, de dire, ouais, mais j'en ai eu quatre quand même. Ah, ok, d'accord. Bon. Mais en plus de ça, tu as une formation de base. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta formation initiale? Oui, donc moi en fait au départ je suis médecin généraliste belge, donc j'ai pratiqué quelques années en Belgique, pas beaucoup, mais quand même voilà ce qu'il faut pour avoir une formation solide. Donc en maison médicale, j'ai pratiqué aussi en planning familial. Et alors j'avais une certification, c'est une petite certification, c'est pas un truc énorme, mais voilà, pour pouvoir pratiquer la médecine à l'ONE. Donc l'ONE en fait c'est vraiment la médecine de prévention de la petite enfance. C'est un peu l'équivalent de la PMI, je pense, en Ok. France. Donc voilà, ça c'était un peu mon parcours médical. Alors j'ai pratiqué dans des maisons médicales, en ville, à la campagne, en maison. Enfin, voilà, j'ai eu différentes expériences sur mes années en Belgique qui étaient vraiment toutes super intéressantes et super formatrices en fait. Ouais. Ouais, super. Mais malheureusement, quand tu es médecin en Belgique, t'es pas médecin aux États-Unis et vice-versa. D'ailleurs, si tu as été médecin généraliste aux États-Unis, tu pourrais pas pratiquer la médecine légalement en France. Je suppose qu'entre Belgique et France et toute la communauté européenne, il y a des équivalences, mais avec les Ouais. États-Unis, c'est différent. Ouais, exactement. C'est comme si le corps humain était différent sur les deux continents. On soigne pas Et pareil un donc voilà, en Européen d'un effet, je me suis Américain quand trouvée même. sans équivalence de diplôme, ce que je savais en arrivant aux États-Unis. Donc c'était vraiment une décision qui était prise en conscience. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais y rester un petit peu plus que 2 3 ans. Et c'est là où voilà, j'ai mon expérience de maman en fait est arrivée par là et m'a menée en fait là où j'en suis aujourd'hui. Mm, mm. Ouais. Et du coup, ouais, si je puis dire, il fallait t'occuper. Avec quatre enfants, tu avais de quoi t'occuper, mais professionnellement, tu as eu Ouais, d'autres désirs qui se sont mélangés justement à ton expérience de maman et tu es ouais. devenue IBCLC. Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas? Oui, en fait, alors pour la petite histoire, donc c'est vrai que j'étais jeune maman, hein, mon aînée avait 1 an quand on est arrivé aux États-Unis, et l'allaitement que j'avais eu avec elle avait été super compliqué, voire en fait tout simplement impossible, parce que très très rapidement j'ai dû passer en allaitement mixte, et finalement elle avait plus de biberon de lait en poudre que de mon lait maternel, et j'avais été vraiment très très frustrée par cette expérience, parce qu'au fond de moi j'avais vraiment envie de l'allaiter. Pour moi c'était un instinct, c'était vraiment, voilà, ça coulait de source pour moi. En arrivant aux États-Unis, je me souviens que j'avais reçu ce conseil parce que je ne savais pas évidemment ce que j'allais faire aux États-Unis professionnellement. Ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose. Et en fait, dans la communauté d'expatriation, on m'avait dit, écoute, il faut que tu racontes ton histoire le plus possible à tout le monde. Tu dis que tu es médecin, que tu peux pas pratiquer et que tu cherches quelque chose qui t'intéresse. Et donc, chaque fois, j'expliquais mon histoire. Ah, salut, c'est qui? Ouais, moi, c'est Caroline, je suis médecin, je cherche quelque chose, machin. Et en fait, jusqu'à ce que je tombe très, très rapidement en fait, sur une voisine qui me dit, mais tu sais quoi? Il y avait une infirmière, elle a fait une certification IBCLC. Ah, c'est quoi? Ben oui, c'est une certification sur l'allaitement. Regarde. Et donc, du coup, ben, de manière tout à fait opportuniste, j'ai envie de te dire au départ, je me suis mise à regarder pour cette certification qui, en fait, a un côté international. Donc, une fois que tu es certifié,
ben, si tu déménages encore d'un pays à l'autre parce que ça pouvait nous arriver potentiellement, eh bien, je gardais cette certification IBCLC et je pouvais continuer à pratiquer autour de l'allaitement. Alors, je n'avais, au départ, oui, j'avais voulu allaiter ma fille, mais de là à être passionnée par l'allaitement, il fallait quand même pas exagérer. Enfin, Mm. et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant faire ça. Un, ça va m'occuper. Deux, bah, c'est vrai que j'étais enceinte du deuxième, donc ça va me servir pour mon deuxième, en espérant que cette fois-ci, ça aille mieux. Et puis trois, c'est international, donc si on bouge encore, ben, au moins, j'ai ce papier international et ça m'arrange bien, quoi. Mm, mm. Et puis Donc c'est c'est là, en fait, je m'attendais pas à ce qui allait arriver, quoi. ouais, 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 ouais. Et ça, justement, IBCLC, c'est une formation, on peut dire conseillère en allaitement et qui est valable, qui est la même dans le monde entier. Oui, c'est ça. Alors, je sais qu'il y a une confusion entre consultante en allaitement et D'accord. conseillère en allaitement. En Non, France, je sais qu'il y conseillère a... en lactation. Voilà, c'est ça. Il y a un truc. Alors, tu vois, même moi, je me trompe Bah, encore. parce que c'est normal, en Euh, France, on a conseillère en lactation qui est très différent, qui est un truc plutôt où il y a une étude plus ou moins à l'université ou quoi, et qui est oui. différente de conseillère en allaitement, qui est tout à fait autre chose. Ouais, Voilà, c'est ça, où c'est vraiment en fait cette organisation internationale oui, autour de l'allaitement. c'est ça. Du coup, c'est une formation qui est standard pour ben, toutes les IBCLC partout dans le monde. En fait, on passe le même examen, qu'on soit en Belgique, en France, en Asie, en Afrique, sur Ça, le c'est super. continent des Amériques. Voilà, c'est le même examen traduit dans différentes langues. Et voilà, en fait. Et Donc que j'ai du coup passé. Je venais de donner naissance de mon deuxième et je le passais un peu plus tard. d'accord. Euh, et donc voilà, et c'est vrai qu'en étudiant pour passer mon examen IPCLC, ben, je suis quand même tombée assise de ma chaise plusieurs fois sur l'information que j'apprenais, en fait, sur ce que je recevais comme information sur l'allaitement, le sommeil du bébé, et c'était vraiment toutes des choses que j'ignorais complètement. Quand tu dis que tu tombais sur sa chaise, de ta chaise, c'est parce que tu te disais, en tant que médecin, je suis même pas au courant de ces trucs-là, quoi. Exactement. Ouais, C'était tout à ouais. fait ça. C'était une Et j'étais surprise. hallucinée par la physiologie humaine, en fait, par cette physiologie, en fait, qui était censée bien fonctionner quand on respectait la physiologie. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait un décalage entre cette physiologie du quatrième trimestre de grossesse, comme l'appelle très bien Ingrid Baillot, et ce qu'on vivait vraiment en tant que parent, en tant que maman, ce que j'étais en train de vivre en tant que maman, en fait. Mhm, mhm. Ouais, 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 ouais. Et du coup, tu parlais de l'allaitement de ta fille, la première, et comment ça s'est passé après la suite, justement, pour toi? Ouais, c'est ça. Et en fait, l'histoire continue de là. Ben, en fait, je me suis retrouvée face aux mêmes difficultés avec Mhm. mon deuxième enfant, Ça, mon c'est deuxième intéressant. bébé, euh, qui pourtant, alors j'avais quand même déjà eu plus de soutien pour mon deuxième parce que là où j'ai donné naissance, c'était une maternité, ben, j'étais au Texas, à Houston, et j'avais directement accès en fait à une IBCLC. Et donc tout de suite, en fait, j'ai dit au médecin, je dis, écoutez, je voudrais tout de suite avoir le soutien d'une IBCLC parce que ça a été tellement compliqué pour mon aîné que je voudrais qu'on prenne les choses en charge beaucoup plus rapidement. Et alors, je passais aussi quand même d'une naissance très sociabilisée dans le postpartum parce que bon, mon aîné, c'était l'aîné pour ma famille, pour la famille de mon mari. On avait quand même encore beaucoup d'amis qui n'avaient pas d'enfants, donc ça a été un défilé à la maternité que nous, en tant que parents, sur le moment, on a trouvé extraordinaire parce qu'on était tellement fiers de présenter notre Bien bébé à la sûr. planète entière. Et là, je passais en fait voilà, d'une naissance hyper sociabilisée à une naissance où on était tout seul au Texas parce que c'était le début de notre séjour. On connaissait personne. Donc en fait, on était mon mari, moi, mon aîné et mon bébé, quoi. Mhm. Et puis mes parents sont arrivés en fait le lendemain de la naissance et donc c'était génial parce que j'ai vraiment eu une tribu autour de moi que je n'avais pas du tout eu en Belgique où c'était la fête enfin tout le temps pour présenter ce bébé quoi. Et donc là aussi j'ai grandement vu une différence avec aussi les cours que j'étais en train d'apprendre en me disant mais en fait oui ok je comprends maintenant. Entre autres pourquoi ça a foiré, ça a été très compliqué de mettre en place l'allaitement de mon aîné quoi. Mhm, mhm, mhm. Et parallèlement à ça, est-ce que tu as commencé à pratiquer professionnellement, justement, en tant que conseillère en allaitement? Alors, une fois que j'ai été en effet certifiée, j'ai commencé en effet, j'avais une petite pratique à Houston dans la communauté, surtout dans la communauté expatriée. Et c'est vrai que durant cette pratique-là, il y avait quand même beaucoup de mamans où ben, on remettait un peu de la physiologie hein, dans ce chaos un peu social du quatrième trimestre de grossesse. Et en fait, je me heurtais au fait qu'on avait beau
remettre le bébé à la bonne adresse, on avait beau l'envoyer chez l'ostéopathe, on avait beau voilà, faire toute une série de choses vraiment normalement efficaces et qui devaient rendre l'allaitement moins douloureux et serein, eh bien, je me heurtais malgré tout encore à des difficultés, à des bébés où l'allaitement continuait à faire mal, où le bébé continuait à perdre du poids, avait du mal à reprendre du poids. Et donc, j'avais toute une série de situations où j'étais là, mais enfin, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est Mhm. quoi le problème de ces Mhm. allaitements qui ne Mhm. fonctionnent pas, quoi? Pas Mhm. bien. Mhm. Et c'est là, en fait, où voilà, j'ai été confrontée à cette problématique du frein lingual restrictif, hein, voire même plus largement les dysfonctions oromaxillofaciales avec et sans frein lingual restrictif, problématique à laquelle j'ai moi-même été confrontée, en fait, pour mon deuxième, où j'avais au départ une IBCLC qui était là, qui me soutenait, etc., où oui, l'allaitement a été mis en place plus facilement que pour mon aîné, mais j'avais quand même des douleurs, j'avais quand même des difficultés d'allaitement qui, à un moment donné, sont passées. Mais Mhm. sauf qu'à un moment donné, mon bébé a décroché sa courbe de poids. En fait, il avait 6 mois et on a réalisé qu'il perdait du poids à 6 mois, enfin, ce qui est Mhm. complètement absurde. Ouais. Et en fait, quand j'ai reconsulté une deuxième IBCLC, euh, du coup, en dehors de la maternité, en dehors du milieu hospitalier. Et c'est là où je suis tombée sur cette dame qui m'a dit, mais Caroline, ton bébé a un frein lingual restrictif. Et alors, je me souviens même, elle m'a regardée. Et alors, c'était un moment où mon anglais était encore un peu, voilà, coup-ci, coup-ça, comme on dit. Et puis, j'ai pas compris. Elle m'a dit, ah, ouvre la bouche. Ah. Elle me dit, bah oui, toi aussi, tu as un palais creux étroit. Oui, ben moi, je te parle de mon bébé. Enfin, j'avais vraiment Ouais. cette première consultation. Je me souviens, je m'étais dit, mais c'est quoi cette histoire? Je comprends rien du tout. Mais voilà, c'est vraiment en fait partie de là, partie déjà de mon expérience personnelle et puis de l'expérience que moi j'ai eue avec toutes ces mamans que j'essayais d'accompagner et en fait pour qui ça n'allait pas. On n'y Mhm. arrivait pas de manière optimale. Évidemment, les choses s'amélioraient avec ce qu'on pouvait mettre en place, mais on n'arrivait pas à quelque chose d'optimal. Or, j'arrêtais pas de me répéter sans cesse dans ma tête, mais pourtant, Dame Nature, elle est bien faite, quoi. C'est ça. Il C'est n'y a pas ça. de raison que ça foire, quoi. C'est ça. C'est Où est le exactement ça. sud? Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que malgré tout ce qui est mis en place pour favoriser un allaitement, on va dire, sain, naturel et une bonne ambiance et tout ce qui va pour aider la femme et le bébé et tout, malgré tout, on peut constater qu'il y a des restrictions. Alors tu dirais quoi? Anatomiques, fonctionnelles. Quand tu parles de frein de langue, moi j'entends un truc anatomique, mais quand tu dis Ouais, fonction oromaxillofaciale, j'entends un truc fonctionnel, donc la manière d'utiliser, je sais pas, ma musculature, mes maxillaires, ouais, etc. Est-ce que tu peux faire la part des choses entre les deux? Est-ce que c'est un peu les deux? Et ouais. qu'est-ce que ça veut dire quoi? Parce que quand tu évoques aussi le fait que toi, tu l'as, donc ça veut dire aussi que tu me parles d'un truc qui est génétiquement transmis, quoi. Ouais, Est-ce que tu peux exactement. clarifier tout ça, là? Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a eu les deux mots, hein, fonctionnel et anatomique, et en fait, c'est les deux. C'est les deux. Et alors, on va pas parler de génétique, on va parler d'épigénétique, ça je vais Mhm. expliquer. Tu m'as dit, ben oui, elle m'a regardé, quoi. Elle m'a dit, ah, mais toi, tu as aussi un problème. J'ai dit, oh. Donc voilà, il y a les deux, en fait. Il y a vraiment un côté anatomique, hein. Je vous ai parlé de palais haut étroit et de frein lingual restrictif, hein, donc cette petite membrane qu'il y a entre la surface inférieure de la langue et le plancher buccal, qui parfois peut être trop courte et peut du coup empêcher la langue de faire ses propres mouvements dans tous les sens. Et à côté de ça, ben voilà, il y a ce palais haut et étroit. En fait, il faut savoir que les mouvements de la langue vont façonner les os, en fait, vont façonner le palais et les maxillaires, mâchoire supérieure et inférieure. C'est vraiment un peu comme, moi j'aime bien prendre cette approche, le joueur de tennis qui tape, qui est, alors moi je suis droitière, hein, qui tape avec sa raquette du côté gauche pour ses coups droits, eh bien on remarque ils ont en fait une densité osseuse un peu plus importante que de l'autre côté où ils tapent moins avec le revers. Mais en fait du coup la croissance du maxillaire, le développement du maxillaire, c'est la même chose en fait. Et comme ce maxillaire il est connecté avec tout le crâne, eh bien en fait les mouvements, la manière dont on va utiliser nos fonctions oromaxillofaciales, donc la manière dont on va utiliser notre nez, notre langue, notre bouche, la déglutition, la mastication, va façonner en fait la Mhm. structure. Et inversement, on remarque qu'il y a de plus en plus de bébés qui naissent avec déjà des palais hauts et étroits, des rétrognathies, un menton qui est retiré vers l'arrière. Mais donc, évidemment, quand la structure est déjà, entre guillemets, atteinte, ben, ça va impacter la manière dont on va placer notre langue sur le palais, par exemple.
Donc, c'est pour ça que c'est vraiment les deux. C'est une histoire de fonction et c'est une histoire de structure. C'est Alors, ça. c'est aussi une histoire de fonction parce que, comme tu l'as dit, alors, c'est pas, on va pas parler de génétique, mais d'épigénétique. Quand on a en effet des parents, alors, à la rigolade, moi, j'aime bien dire, ben oui, quand vous avez un spermatozoïde qui ronfle, qui respire déjà par sa bouche et qui rencontre un ovule qui lui aussi respire par sa bouche, ben en fait, on va en effet avoir un bébé, non pas d'un point de vue, non pas à cause de la génétique, mais avec l'épigénétique un bébé en fait qui va, oui, avoir plus de mal à déjà prendre les bonnes habitudes de respirer comme il faut, à bouger sa langue correctement. En fait, on se retrouve parfois avec des bébés qui n'ont pas tant de restrictions au niveau du frénellum lingual, mais qui savent tout simplement pas bouger leur langue parce que épigénétiquement, dans les mémoires des mouvements des parents, eh bien, on va avoir cette restriction de mouvement au niveau de la langue. Euh, Justement, excuse-moi, je t'interromps. Pour oui. tout le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'épigénétique, mais je suis pas sûr que ce soit clair pour tous les gens qui nous écoutent. C'est quoi la différence entre la génétique et l'épigénétique? En quelques Oui. mots, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, l'épigénétique, c'est ce qui va modifier l'expression d'un gène. Donc, une maladie génétique, typiquement, ben, moi, la manière dont je l'explique à mes enfants, il y a un gène qui est cassé et donc il manque quelque chose dans le corps, une hormone, il y a un défect à la naissance au niveau du corps. Euh, L'épigénétique, ça veut dire que, ben voilà, il y a au niveau des gènes, les gènes vont quand même s'exprimer de manière différente selon les informations qu'ils vont recevoir de l'environnement, à savoir la respiration, le sommeil, l'alimentation, le stress, que ce soit des parents dans la famille ou globalement, voilà, général dans le quotidien, la pollution environnementale. Voilà, tous ces éléments-là vont impacter la manière dont vont s'exprimer ou pas C'est un ça. gène. Un exemple, voilà, on sait qu'il y a certains gènes qui sont en lien avec le cancer du sein ou bien avec enfin même certes d'autres cancers, ou bien avec la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pas parce qu'on a ces gènes-là qu'on va d'office C'est ça. développer un cancer ou la maladie d'Alzheimer. La manière dont le gène va s'exprimer va vraiment dépendre de la manière dont on vit. C'est Et ça. dont fait partie l'allaitement. Est-ce que le bébé a été allaité ou pas? Combien de temps? Tout ça, en fait, va modifier l'expression de nos gènes. Mhm. Et en fait, Mhm. c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut Oui, dire que ce bébé qui naît avec une rétrognathie, micrognathie, avec une langue qui bouge pas bien, etc., ben en fait, on va pouvoir, en modifiant son environnement, on va pouvoir justement s'arranger pour qu'il retrouve des fonctions c'est ça. oromaxillofaciales tout à fait optimales, Mhm. Mhm. C'est par ça, c'est ça. exemple. Ouais, ça c'est très intéressant et je te remercie de le préciser parce que beaucoup de gens on entend parler, on dire souvent les médecins nous disent est-ce qu'il y a eu des cancers? Dans mon cas, ce serait plutôt est-ce qu'il y a eu un cancer de la prostate dans votre famille? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des maladies cardiaques? Est-ce qu'il y a eu Alzheimer? Et si toi tu réponds oui, tu dis oui, mon grand-père ou mon père et tout, et tout d'un coup tu te trompes parce que pour la plupart des gens ils se disent ah ben je suis foutu parce que et c'est surtout Ouais. le cancer des seins pour les femmes, ils disent ah ma mère l'a eu, ma grand-mère l'a eu, donc je vais l'avoir. Voilà. Alors que l'épigénétique nous dit que c'est un potentiel qui est là. Effectivement, peut-être que j'ai un potentiel plus grand que les autres, mais ça va s'activer ou pas en fonction de mon mode de vie. Ouais. Et c'est ça l'énorme différence. Et Ouais, alors, l'épigénétique est très, très puissant, dans un sens ouais, comme dans l'autre sens, en fait, hein. C'est d'une puissance ouais, incroyable. ouais, ouais. Euh, D'accord. donc, Donc toi, tu commences à être informé de tout ça, c'est-à-dire l'impact de la structure au niveau de la langue, au niveau de la bouche et tout sur l'allaitement, mais aussi parallèlement sur les fonctions oromaxillofaciales qui se façonnent tout au long de la vie du bébé, d'autant plus que le bébé, son crâne, il n'est pas ossifié, il est beaucoup plus malléable et il a des voilà. structures qui doivent encore s'expanser énormément, ce qui va être différent que chez un adulte où on dit que c'est quasiment, enfin c'est ossifié, c'est dur à changer. Là, Ouais. je parle du crâne, mais évidemment, c'est différent pour tout ce qui est musculature. Mais donc, toi, tu commences à te former et t'informer sur tout ça. Ça se passe comment? Ça existe des formations sur tout ça, quoi? Oui. Alors en fait, à ce moment-là, j'ai la chance d'être à Houston, au Texas. Donc il y a une dizaine d'années d'ici maintenant, hein, un petit peu moins que 10 ans. Et j'ai cette consultante en allaitement que je trouve un peu bizarre et elle me dit cette phrase, Caroline, il faut que tu saches, tu es médecin. Bon, moi, tout ce qui m'apportait à ce moment-là, tout ce qui m'importait à ce moment-là, c'était que mon bébé reprenne du poids et basta, quoi. Moi, j'avais envie de te dire. Mais il y a eu quand même cette petite phrase qui est restée dans ma tête parce que mon enfant a grandi. Donc elle m'a dit, voilà, hein, ton fils a probablement un frein lingual restrictif. Si tu veux plus d'informations, on peut en reparler, nanana, nanana. Et je lui dis, ouais, non, mais tu sais, Rosalba, je dis, c'est bon, hein, il a 6 mois, je l'ai allaité 6 mois. Après un allaitement chaotique, moi, c'était déjà, j'avais l'impression de décrocher le Graal, hein. Donc tout ce qui m'importait, c'était qu'il reprenne du poids, qu'il puisse aller à la crèche, que je puisse démarrer un peu mes consultations. Et voilà, en fait.
Mhm. Et elle m'avait dit, mais écoute, tu sais, tu es médecin, tu dois savoir, le frein lingual restrictif, c'est pas qu'une histoire d'allaitement, voilà, c'est la respiration, c'est le sommeil, etc. Et alors, voilà, je quitte cette consultation. Elle me dit, écoute, Caroline, tu dois savoir, t'es médecin, on reste en contact, j'ai ton mail, on reste en contact. Oh oui, oui, super, super. Bon, tu sais, moi, c'est bon, quoi. Je rentre chez moi, et alors les semaines et les mois passent, les années passent, mon fils grandit. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, quand même, hein, j'ai la chance d'être à Houston. Il y a pas mal de workshops qui viennent à Houston, auxquels finalement je finis par participer. Et en effet, je vois mon fils grandir et je vois qu'il développe des troubles du sommeil. C'est un enfer pas possible à la maison. Le soir, il n'arrive pas à s'endormir, à tel point qu'il finit par s'endormir dans le canapé du salon. Enfin bref, c'est pas facile, facile. Tu vois, les parents qui n'arrivent pas à mettre leur enfant dormir, voilà, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là à l'heure d'aujourd'hui. Donc, et c'est à ce moment-là où, dans un état de fatigue extrême et de ras-le-bol complet, je recontacte Rosalba et je lui dis, tiens, envoie-moi toutes les formations que tu peux, parce qu'en fait, bah oui, je vois bien, je galère avec mon fils et je voudrais bien en savoir plus. Elle me dit, ah bah écoute, voilà, ça tombe bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle me dit, bah super, le mois prochain, il y a un truc, vas-y. Bon, je débarque. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. En fait, c'est moi, en tant qu'au départ, maman, Mhm. j'ai vraiment voulu chercher des solutions pérennes pour mon enfant. Parce que, alors aussi à l'école, je voyais bien la lecture, les lettres, par rapport à mon aîné qui était en train de cartonner, ben, en fait, il avait des difficultés. Je voyais bien que quand il faisait alors il voulait faire du tennis, il était tout petit, il avait 3 ans, mais il voulait faire du tennis, ce qui était dans ma tête complètement absurde. Mais bref, à force d'insister, on s'est dit, bah, ok, on va lui trouver un cours d'initiation. Et en fait, il était avec sa raquette, et alors il sautait sur le terrain comme ça avec sa raquette. Et je me suis dit, mais il va faire un meurtre, il va en choper un, il va faire mal à quelqu'un, quoi. Et voilà, tu vois, à force d'avoir des petites remarques, des petits trucs, des petits bazars, ben, en tant que maman, j'ai voulu chercher des solutions pour cet enfant, en fait, à mes yeux, me semblait en difficulté. Et c'est vraiment là, en fait, que de fil en aiguille, ben, je l'ai traité, j'ai trouvé les personnes pour le traiter, et j'ai trouvé ça intéressant. Je suis un peu tombée dans la marmite, en fait, comme Obélix à ce moment-là, qui partait au départ d'un désir purement, entre guillemets, égoïste de maman, où je voulais juste régler mes affaires, quoi. Hein. C'était pas du tout au départ pour faire tout ce qui a été fait depuis de mon côté. Au départ, je voulais simplement m'assurer que mes enfants, en fait, en tant que maman, ben, on veut toujours le meilleur pour ses enfants. C'est Et ça. en fait, au départ, c'était ça qui me drive, ouais, c'était que mes enfants aillent bien, en fait. Mais alors, là, tu es en train de me dire que des choses qu'on peut voir, évidemment, et on suppose bien que tu t'es formé, on va parler du livre que tu as écrit sur le sujet, tu as fait plein de formations, les années ont passé, mais tu es en train de me dire que des choses que tu peux voir chez ton bébé, quasiment à la naissance, qui a une certaine physionomie que tu as Mhm. évoquée avec ces histoires de palais, etc., une certaine manière de respirer, une certaine manière de téter le sein de sa mère, ça peut impacter des choses évidentes à l'école plus tard. Tu parles de concentration, etc., de Ouais, lecture, mais tu parles avant du petit enfant qui gigote, etc. Donc tu es en ouais, train de me dire que des choses visibles quasiment autour de la période de la naissance vont avoir un impact. Bah, finalement tout au long de la vie, parce que si ça l'impacte à l'école, ça va l'impacter après dans le reste, parce que si la scolarité est compromise, si je puis dire, bah, ça va l'affecter. Donc tu es en train de me dire ça, quoi, clairement? oui, tout à fait, absolument. Il y a vraiment, en fait, et c'est là où peut-être je vais parler de ma rencontre avec Sleep Clinic il y a quelques années. Sleep Clinic, en fait, qui au départ prenait surtout en traitement des adultes apnéiques, Mhm. avec la thérapie myofonctionnelle et avec d'autres, enfin voilà, avec des solutions pérennes, en fait. Pas on met une machine, une CPAP et voilà, c'est bon, rentrez chez vous et vous aurez cette machine jusqu'à la fin de votre vie. Non, Sleep Clinic, en fait, a vraiment été plus loin et a vraiment voulu donner des solutions pérennes à ses patients, notamment avec la thérapie myofonctionnelle. Donc vraiment avec la rééducation en fait de la respiration et des fonctions oromaxillofaciales. Et, euh, et en fait, en lien avec ça, ensemble, en fait, c'est comme si moi j'avais une pièce de puzzle, Sleep Clinic en avait une autre, et en fait, on a mis vraiment nos pièces de puzzle ensemble, et ensemble, en fait, on a vraiment compris cette ligne du temps de la naissance, même de la préconception, hein, avec cet ovule et ce spermatozoïde qui Mhm. ronfle ou bien qui dort à la bouche ouverte, vraiment cette ligne du temps de l'évolution depuis les difficultés d'allaitement jusque l'apnée obstructive du sommeil en passant du coup par la respiration buccale, première étape, respiration buccale
maxillofacial d'abord inaudible et puis audible avec les ronflements qui vont amener en fait des réveils pendant la nuit dont on ne réalise pas hein, qu'on se réveille, et puis ces ronflements qui vont continuer à évoluer jusqu'à l'apnée. L'apnée en fait qui est de plus en plus présente chez les jeunes enfants. Mhm. Et en fait, on a vraiment réalisé, Sleep Clinic demandait à ses patients, tiens, monsieur, madame, vous qui ronflez, vous qui avez des apnées, avez-vous été allaité? Ah, ben non, j'ai pas été allaitée, moi j'ai été nourrie au biberon parce que, ben voilà, vous comprenez, ma maman m'a toujours dit que je ne prenais pas le sein, je lâchais tout le temps, je ne prenais pas du poids, ça faisait mal, et donc du coup, tout de suite, ils sont passés au biberon. Et en fait, il y a vraiment cette corrélation, et maintenant on le sait avec des études cliniques, que par exemple, la succion du bébé au sein va entraîner de manière tout à fait physiologique les fonctions oromaxillofaciales pour plus tard. Et que s'il n'y a pas cet entraînement au sein, ben, le palais grandit moins parce que le biberon ne va pas faire grandir le palais de la même manière que la succion du bébé au sein. Il n'y a pas non plus cet entraînement musculaire parce qu'en fait, le bébé va utiliser des muscles différents que s'il prend le sein de sa maman ou bien s'il prend le biberon. Et qu'en fait, tout ça va impacter la respiration nasale, la mastigation aussi, et que sans cette respiration nasale et mastigation physiologique, eh bien, en fait, c'est le Mhm. chemin vers l'apnée obstructive du sommeil. D'accord, d'accord. Mhm. Mais là, je comprends ce que tu me dis. L'allaitement va façonner tout un tas de choses au niveau des fonctions oromaxillofaciales, mais néanmoins, tu me dis aussi qu'on trouve de plus en plus de bébés à la naissance qui ont un palais pas comme il faut, qui ont des fosses nasales pas comme il faut, je sais pas quoi, ou un frein de langue restrictif qui fait que ça va les gêner pour allaiter. Du coup, c'est Ouais, encore pire parce qu'eux, ils peuvent pas, quand bien même ils voudraient. tout à Vas-y. fait. Non, non, tout à fait. Ben, en fait, il faut savoir qu'on a affaire, quand on comprend qu'en fait, au départ, c'est l'allaitement physiologique sur plusieurs années. Lady Sapiens, elle allaitait ses bébés 3 ans Ouais, certainement, peut-être ouais, même plus. plus, Ouais. hein, mais certainement 3 ans. Et qu'en fait, c'était vraiment ces 3 ans d'allaitement qui façonnaient le visage et qui entraînaient les bonnes fonctions Mhm, oromaxillofaciales. mhm. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a affaire à cette quatrième génération de bébés non allaités ou allaités de manière écourtée. Et donc, évidemment, ben, il y a un impact transgénérationnel Oui, sur, d'une part, les fonctions, mais aussi sur le squelette, sur vraiment l'anatomie du visage. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de bébés naître avec déjà ces c'est ça. dysfonctions maxillofaciales, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou que ce soit d'un point de vue anatomique, parce qu'aussi, on commence à avoir quand même quelques études cliniques qui montrent que, par exemple, une maman qui ronfle pendant sa grossesse, eh bien, c'est un bébé qui a plus de chances de naître, par exemple, avec Ok, une micrognathie, ok, rétrognathie. ok, 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 je comprends, je comprends. Alors du coup, toi, pour en revenir à ton parcours, eh ben, tu commences à t'intéresser à ça et à te former à ces approches Voilà. oromaxillofaciales. C'est ça. Et en fait, ben, c'est suite à ça. Donc d'abord, moi, j'ai traité mon fils avec tout ce parcours de soins autour de la frénectomie et de la thérapie myofonctionnelle. Donc c'est très bien d'enlever des restrictions, mais après ça, il faut rééduquer. Mm. Et donc moi, j'ai vraiment voilà fait tout ce parcours-là en fait avec mon fils à l'époque. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire parce que en fait, durant ce parcours-là, ben, avec la maîtresse, avec les grands-parents, ben, avec moi et le papa. On a vraiment observé, on a vraiment cru avoir un nouveau fils parce qu'on vivait quand même à l'étranger. Donc, quand on rentrait une fois ou 2 fois par an en Belgique, ben, on avait évidemment à chaque fois les grands-parents qui disaient: Ah, il a grandi, ah, il est comme ci, ah, il est comme ça. Et là, en fait, suite à ce parcours de soins, de soins de prévention et d'intervention précoce, on a eu: Oh, waouh, qu'est-ce qu'il a l'air apaisé maintenant, il a Mhm. l'air, Oui, non pas qu'on veut un enfant calme comme une image qui reste assis sur sa chaise, mais on veut un enfant qui est apaisé, qui peut écouter, qui peut écouter une histoire sans bouger dans tous les sens. Et en fait, voilà, suite à ce parcours de soins, j'ai vraiment eu des regards très positifs extérieurs, aussi bien de sa prof Montessori. Donc, il était déjà dans un système très à l'écoute du corps et des apprentissages des enfants. Mais donc voilà, j'ai vraiment eu toute une série de remarques très très d'accord. positives et moi je le voyais bien aussi. Ben, il s'endormait le soir, il était plus calme, il maîtrisait, enfin, ses émotions étaient plus euh, contrebalancées. Et donc voilà, et quand j'ai vu ça, je me suis dit: mais attends, c'est quoi cette histoire? Enfin, c'est incroyable, quoi. Euh, Mhm. j'ai trouvé ça tellement incroyable que du coup, ben voilà, moi-même, je me suis formée en thérapie myofonctionnelle. C'est Et puis ça, voilà, et puis en fait, c'est ça. mes enfants et cet enfant-là est arrivé aussi dans un parcours de soins précoces au niveau de l'orthodontie. Il avait 4 ans et
Bon, voilà, il y a j'imagine que je le provoque, hein, mais j'ai toujours rencontré les bonnes personnes. Enfin, en tout cas, je me suis toujours organisée pour rencontrer les bonnes personnes. Et voilà, j'ai rencontré une ostéopathe. Entre-temps, on avait déménagé à Princeton. J'ai rencontré une ostéopathe qu'on m'avait recommandée. Puis cette ostéopathe m'a recommandé cet orthodontiste chez qui Hmm. je vais toujours. Et puis qui, à 4 ans, m'a dit, ah oui, mais en fait, il a besoin d'orthodontie précoce. Il faut faire grandir son palais. Bah, de nouveau, autant dire que je suis sortie de là en rigolant, en disant non, mais il est taré, quoi. Il a 4 ans, on va déjà lui faire un truc à son palais. Non, mais c'est très rigolo ici, hein, ces Américains. Ah, ces Américains! Ouais. Et en fait, de nouveau, et alors elle m'a dit, mais Caroline, tiens, voilà de l'information, comme ça, tu peux regarder chez toi. Bon, j'ai un peu regardé pour lui faire plaisir en me disant, tiens, c'est quoi encore cette histoire? Et puis je me suis dit, ben non, en fait, on fonce, on y va, ça fait du sens, c'est logique. Et donc, j'ai maintenant, depuis plusieurs années, tout ce parcours de soins aussi avec l'orthodontie précoce, parce que entre-temps, il y a eu d'autres enfants. Euh, et donc voilà, oui. Ouais. Et là, tu soulignes quelque chose qui me semble majeur pour, évidemment, dans le cadre du podcast des gens qui nous écoutent, le plaisir d'apprendre. C'est beaucoup de gens qui ont été formés à l'IMP, où on insiste tout le temps sur le lien entre qu'il n'y a pas de différence entre l'aspect physiologique et l'aspect psychologique, psycho-émotionnel ou cognitif. Parce que là, tu es en train de me dire que tu me donnes le cas de ton enfant, mais évidemment, après, il y a eu les centaines d'enfants avec lesquels tu as Oui. travaillé, et puis tous les professionnels que tu as formés, donc ça touche des milliers de personnes, mais que une fonction physiologique comme l'allaitement, comme la respiration nasale, etc., le fait que ça fonctionne mieux va créer des changements psycho-émotionnels, cognitifs, concentration chez, là en l'occurrence, des enfants, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ben, déjà, rien que la respiration buccale, c'est une respiration d'urgence qui va mettre en action le système orthosympathique. Donc l'urgence, le mouvement de fight, hein, c'est la bataille, quoi. Et donc déjà, rien que ça, c'est des enfants, les respirateurs buccaux sont en mode bataille. Ou bien parfois sont en mode Mm. dissociation. Il y a deux choix en fait quand on est face à une urgence. Donc la respiration buccale va être considérée par le corps comme une respiration d'urgence. Il va y avoir deux possibilités. Soit ils vont batailler ou soit ils vont se dissocier. Ils vont s'éteindre. Ils vont faire le mort en fait. Comme la souris fait le mort pour échapper aux dents du chat. Euh, donc voilà, déjà rien qu'en lien avec cette fameuse C'est ça. respiration buccale. Ce fameux système. Alors, on sait aussi que la langue au palais, que la respiration par le nez avec la langue au palais va impacter la posture globale. Les enfants qui respirent par le nez, ils ont vraiment une posture, ils ont une dysposture, si je peux dire ça comme ça, qui est très typique en fait des respirateurs buccaux. Et donc voilà, donc ça veut dire que toute leur proprioception va être modifiée, il va y avoir une dysproprioception qui va du coup en fait les embêter pour leurs apprentissages, pour leur concentration, pour voilà toute une série de choses. Donc rien que par ce lien entre la langue et la respiration nasale versus buccale, le système nerveux autonome, ce fameux système vagal, et puis aussi toute cette posture, et bien donc en fait tout ça impacte évidemment grandement oui, les apprentissages, le mouvement, la manière. Ces respirateurs buccaux, par exemple, souvent, c'est des enfants qui sont maladroits. Hein, comme ils ont une dysposture, ils se tiennent pas bien, ils sont pas à l'équilibre sur leurs deux pieds. Et en fait, typiquement, c'est des enfants qui, au cours de gym, vont tomber, vont pas réussir à faire les exercices, vont avoir du mal à rattraper la balle, vont être très vite essoufflés, évidemment. Et donc, le sport, c'est vraiment leur hantise, quoi. Ils aiment pas ça. Mm. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, bon, évidemment, il y en aurait pour des heures à parler de tous ces sujets. Toi, très rapidement, tu as continué à avoir des enfants et parallèlement à travailler professionnellement et à te former sur tout ça? Ouais, alors en fait, quand j'ai vraiment réalisé que chaque fois que je voyais, alors de plus en plus, en fait, chaque fois que j'avais quelqu'un qui venait vers moi pour une prise en charge, cette personne me disait, ah, j'ai vu deux personnes avant toi, une, deux, trois, quatre, cinq personnes avant toi, et on ne trouve pas de solution. Et en fait, c'est face à ce constat où je me suis dit, non, mais maintenant, je peux pas, entre guillemets, rattraper la sauce de tout le monde, c'est pas possible. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que j'ai surtout lancé, en fait, des formations pour les professionnels de la santé, de la périnatalité et ceux qui travaillent dans le paramédical. Donc, j'ai encore une toute petite pratique sur le côté, mais essentiellement, maintenant, je me concentre vraiment vers le côté enfin, vers les formations, les conférences et les webinaires, tout en gardant un petit quelque chose sur le côté parce que je trouve que c'est hyper important de Ouais. rester,
de rester face à la réalité des traitements, C'est en ça. fait. Donc voilà, mais maintenant, c'est vrai que maintenant, la majorité de mon temps, c'est vraiment plutôt dans la formation des professionnels face à ce constat, en fait, où ce sont des choses qui, par exemple, moi, en tant que médecin, alors déjà, on ne nous parlait pas d'allaitement dans notre formation de médecine, mais alors encore moins de toutes ces difficultés, ou en tout cas, s'il y avait des difficultés, on se disait, oh, bah, vous donnez le biberon, hein, c'est pas grave, hein, c'est Ouais, normal. Donc et face à ça, en fait, j'ai vraiment voulu créer des formations, des conférences sur ce sujet. Ouais. tu as créé l'institut qui s'appelle Au sein en douceur. C'est quoi? Au-sein-en-douceur.com? Ouais, c'est ça, c'est au sein douceur.com. Alors c'est clair que le nom est plus tout à fait d'actualité parce que voilà, maintenant je fais vraiment toute cette ligne du temps Mhm, bon, qui démarre de la naissance jusque mais maintenant je traite même des enfants et même des adultes en fait. mhm, 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 Bon, ça reste au sein en douceur, mais parce que c'est vrai que voilà, au départ en fait tout part du sein maternel. mhm, mhm. Donc voilà. Et donc, tu as commencé à donner des formations. À la base, tu formes quel type de public? Qui c'est qui vient suivre tes formations? Et c'est des formations qui parlent de quoi? Ou tes conférences, c'est sur l'allaitement, sur les fonctions oromaxillofaciales? C'est, en quelques mots, c'est quoi? Après, on va Ouais. parler de ton bouquin que tu as écrit en Ouais. résultant de tout ça. Et En sein en douceur, tu l'as créé il y a 5 ans, 7 ans. Il y a un peu plus, oui, j'ai dû le créer ça il y a 8 ans, je Voilà, dirais, donc quelque tout chose ça comme pour ça, dire je l'ai que créé assez il vite. Ouais. il y a eu des formations, il y a de l'eau qui a coulé autour de tous Ouais. ces sujets-là et que tu as aussi rencontré, ça c'est important de le dire, mais tu vas le dire toi-même, et tu as commencé à le dire, des tonnes de professionnels qui vont dans cet ordre-là. Ça veut dire des psychomotes, des ergothérapeutes, Ouais. des kinés maxillofaciales, des orthophonistes logopèdes, etc., etc. Exactement. Alors, pour qui, en fait, ben, la Dream Team. C'est Ouais. vraiment une histoire de Dream Team, dont d'ailleurs je parle beaucoup dans le bouquin, parce que c'est pas juste on va traiter à la naissance, non, on va vraiment suivre le bébé et l'enfant, en fait, durant toute cette ligne du temps. Parce que voilà, le bébé, il va grandir de 0 à 18 ans. Mhm, Et donc, ces fonctions oromaxillofaciales, elles évoluent avec le temps. Donc, c'est pas juste un one-shot, on traite le bébé et puis c'est bon, on n'a plus rien à faire. Non, il va y avoir vraiment en fait toute cette ligne du temps de surveillance, d'accompagnement et éventuellement d'intervention si à un moment donné on voit qu'il faut intervenir. Donc c'est pour ça que voilà, moi c'est vraiment pour la Dream Team, comme tu les as cités, ostéo, chiro, les médecins aussi, les sages-femmes, les doulas, chacun avec son champ de compétences, parce que voilà, traiter les dysfonctions oromaxillofaciales, ben en fait c'est une histoire de Dream Team. On ne sait mhm, pas le faire tout seul. mhm, mhm, Euh, donc voilà, c'est pour ça que mes formations sont vraiment ouvertes à toutes les personnes de la Dream Team. Et alors sur quoi? Ben oui, ben en fait sur toute cette ligne du temps, donc j'ai à la fois des formations et des conférences sur l'allaitement, mais aussi sur en fait la thérapie myofonctionnelle, mais aussi par exemple sur la prévention. Est-ce qu'on peut prévenir un frein lingual restrictif? Est-ce qu'on peut prévenir des dysfonctions oromaxillofaciales? Qu'est-ce qu'on peut faire chez les futurs parents? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grossesse pour la maman qui est enceinte? Donc voilà, maintenant en fait c'est plus que au départ c'était l'allaitement. mhm, Et puis je me suis dit, mais non, l'allaitement, c'est pas assez, enfin, c'est super. Mais... Et puis aussi, ben, qu'est-ce qu'on fait du coup avec les bébés qui ne sont pas allaités? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ces bébés-là? mhm, Et mhm. donc voilà, je suis sortie, je suis toujours dans le champ de l'allaitement, mais je l'ai vraiment, Élargi. comment dire, je l'ai Élargi à fond. élargi Ouais, ouais, sur ouais. toute cette ligne du temps et tout ce qu'on peut faire, qu'on ait été allaité ou pas en fait. Alors, je tiens aussi à dire quelque chose, c'est que tu t'es formé à plein d'approches connexes et globales, et en Ouais. particulier, évidemment, parce que je mets le point dessus, parce que c'est le podcast Connexion Primordiale et le plaisir d'apprendre, tu as aussi suivi plusieurs approches ou méthodes ou stages sur les réflexes archaïques, les réflexes primitifs, etc., n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu la chance de me former avec, à Svetlana l'Institut Mazgutova, Maslow. Ouais, exactement. Donc j'ai fait quelques formations. Je crois que j'ai dû faire six niveaux, enfin c'est pas six rien, workshops. c'est beaucoup, ouais. Vraiment, c'est rigolo. Au départ, sur les deux workshops sur les grands réflexes. Et puis après, j'ai vu un truc passer sur les réflexes faciaux, sur le visage, machin. Je dit, oh, bah ça, parfait, quoi. Donc, j'ai fait les deux niveaux aussi là-bas. Et puis, alors, il y avait aussi toute une approche corporelle globale Mhm, parce que je réalisais que, ben oui, on sait maintenant que la bouche est un organe très sensible, très innervé et que parfois, on est d'abord obligé de passer par une approche globale avant de pouvoir aller au niveau du visage et au niveau de la bouche. c'est Donc, du ça, coup, voilà, c'est bon, ça, j'ai c'est ça. réfléchi un peu parfois à l'envers, hein,
il aurait peut-être fallu que je commence d'abord par l'approche globale et puis la bouche. Mais Ouais, voilà, c'est des constatations au fur c'est et à ça. mesure C'est ça. que des C'est ça. réflexions que je me suis faites Ouais. au fur et à mesure. Donc, je suis pas, je suis pas du tout spécialisée, je me dis pas du tout spécialisée dans les réflexes, mais voilà, je sais ce que c'est et je peux repérer, ah, là, il y a un problème et je peux du coup référer, quoi. Ça Mhm. Ouais. ça m'aide beaucoup pour ça, en Ouais. fait. Et nous, du coup, de notre côté, en tout cas, Ludivine, elle s'est formée avec toi il y a quelques temps. Elle a suivi tout ton parcours de formation sur les fonctions OMF. Et nous, on a cherché à intégrer de plus en plus de choses OMF. Tu vois, on a fait le parcours inverse de toi. Toi, tu es Voilà. parti de là et tu es allé vers nous. Et nous, on est parti de ce global et on est allé se dire de plus en plus, même si tu as tout à fait raison, dès le départ de ma formation, j'avais suivi les cours avec Masgoutova sur les réflexes faciaux, mais Mhm. on s'est rendu plus. De toute façon, en fait, c'est simple. Je vais pas te mentir, tout le monde peut s'en rendre compte. De plus en plus dans nos cabinets, moi j'ai travaillé toute ma carrière avec des enfants en difficulté scolaire. On Mhm. a quasiment tous les enfants en difficulté scolaire qui viennent. Alors quand je dis difficulté scolaire, c'est lecture, écriture, concentration, c'est très vaste. Même ceux qui sont qualifiés de 10, TND, Mhm. comme TDAH, etc. Eh ben, ils respirent quasiment jamais par le nez, tu vois. Il respire par la bouche et tout. Et il y a plein de choses au niveau des dysfonctions fonctionnelles, maxillofaciales, qui seraient trop longues à expliquer ici, mais qui se voient dans Mhm. la posture, qui se voient avec des Ouais, cernes sous les yeux, qui se voient avec des positions de langue, qui se voient dans des trucs ouais. corporels, avec des chaînes musculaires myofaciales qui sont impactées, plein de réflexes spécifiques qui sont impactés. Donc il y a plein de choses que nous on voit du global, mais qui nous obligent à aller vers ce spécifique que toi tu proposes. Donc on a commencé à échanger et où Ludivine intervenait dans ta formation et toi de plus en plus les formations qu'on faisait avec toi de les introduire dans ce qu'on fait. Donc c'est génial quoi. Mm, mm. Mhm. Non, tout à fait. Ben, je pense qu'on a fait peut-être référé au podcast précédent qu'on a fait sur Ouais, les deux centres de gravité, hein, exactement. vraiment le centre de gravité global du corps au niveau du nombril et puis le centre de gravité au niveau du visage Ouais, qui est ouais, représenté par la langue et que les deux, ouais. comme tu l'as super bien expliqué, communiquent énormément, enfin communiquent en fait tout le temps entre eux. Mhm. Du coup, nous voilà au but de ce... Après qu'on ait cette bonne présentation de qui tu es, ce que tu fais, tes formations, ta pratique clinique et tous tes enfants. Parce que, tu sais, c'est pareil, hein, nous, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous a fait évoluer et faire qu'on est qui on est et qu'on fait ce qu'on fait? C'est grâce à nos enfants aussi. Voilà. Ludivine, c'est la même chose avec sa fille, où il y avait des questions à se poser. Ben, elle a commencé à se former à l'allaitement, elle a se former au massage bébé, à différentes choses, et qui l'a amené à l'IMP, au réflexe, etc. On en est tous là, hein. Nos enfants, c'est ceux qui nous enseignent le plus, qui nous font Oh oui. le plus bouger dans notre vie, hein. Et donc, en secret, tu as commencé à écrire un livre qui compile un peu des choses que tu enseignes, des choses que tu as remarquées, et tout et tout. Et je tiens à dire, bah, tu vas en parler bien sûr, que comme tu es médecin, enfin comme tu es médecin, on n'est pas obligé d'être médecin pour ça, mais Mhm. l'avantage d'être médecin, c'est que tu peux lire avec aisance les références scientifiques et baser ton discours et ta pratique sur non pas juste des idées, comme on pourrait dire, de maman, on vient de le dire, de chouette maman, ouais, Ouais. avec mon fils, ça a marché, du coup, c'est tout le monde qui doit faire pareil. Et non, il y a derrière une validité scientifique. Ouais. Apparemment, aujourd'hui, il y a des milliers de recherches sur le sujet des fonctions, ou je devrais dire même des dysfonctions Oui. oromaxillofaciales et de leur impact sur les enfants. Et on parlera aussi un peu des adultes, des personnes âgées, des maladies dégénératives. Mais Mhm. raconte très brièvement l'aventure de ce bouquin, quoi. Oui, oui, mais c'est sûr que quand voilà, j'ai commencé à expliquer un petit peu ce qui m'arrivait personnellement autour de moi, pour tout vous dire, pour tout te dire, ben, j'ai aussi eu beaucoup de reproches en me disant non, mais attends, tu racontes n'importe quoi, ton expérience perso, nous, on s'en fout, on veut un truc validé d'un point de vue scientifique. Et c'est là où ben, j'ai commencé à chercher, en fait, je me suis dit oui, ok, ben, ok, très bien. Et en effet, il y a mais plein d'études, quoi. Enfin, déjà, rien que le site de Sleep Clinic, dans leur documentation, ils sont quasiment à 1000 études cliniques partagées. Mon collègue Paul Wunman, sur son site internet à lui, l'appareil, il en a encore partagé, je sais pas combien de centaines d'études. Et donc, en fait, j'ai réalisé que, bon, certes, j'étais partie d'une intuition de maman, mais qu'en fait, cette intuition, elle était juste pas tombée du ciel. Il y avait vraiment de la science derrière, en fait. Et en plus de ça, c'est vrai que depuis ces 10 dernières années, il y a eu énormément de recherches sur le sujet. Et donc voilà, ces 10 dernières années, la recherche a vraiment explosé. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment voulu que ce livre soit scientifique. Tout ce que j'ai écrit, ben, en fait, j'ai voulu le référencer d'un point de vue scientifique pour montrer, oui, ok, il y a mon expérience de maman, mais en fait, c'est l'expérience de centaines de personnes, de milliers de personnes. Voilà, on a des études. Ce que j'ai vécu n'est pas un fait isolé. Il y a vraiment, d'un point de vue scientifique, une logique
que voilà. Donc ça, j'ai vraiment voulu que ce soit bien représenté dans le bouquin. Et d'ailleurs, ben, on n'a pas su tout mettre dans le bouquin, hein. Dans le bouquin, on a fait un QR code. Sur mon site internet, je suis en train d'essayer de partager un maximum d'études cliniques. J'ai mis le lien de la Sleep Clinique, j'ai mis le lien de mon collègue Paul Wunman pour vraiment vous dire, ben, allez voir, quoi. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce sujet-là. Mm, Voilà, c'est scientifique, en fait. On a vraiment des preuves ouais, solides ouais, ouais. d'un point de vue scientifique pour expliquer, en fait, tout ceci. Mm, mm. Je vais partager un petit peu le bouquin et le passer deux, trois petits points sur le bouquin pour comprendre à quel point le sujet des fonctions oromaxillofaciales est vaste. Parce que c'est vrai qu'a priori, moi, je ne connais pas ce sujet à la base. On dit les fonctions OMF, oromaxillofaciales. Bon, bah, on pense au nez, à la bouche, au visage. Bon, mais le sous-titre, c'est quand même clé oubliée de la santé et du sommeil. Donc, Ouais. c'est en train de nous dire par ce titre que déjà, ces fonctions oromaxillofaciales, elles affectent notre santé de manière globale et notre sommeil. Évidemment, le sommeil affecte la santé physique et psychique, c'est évident. Et puis, comprendre, prévenir et traiter. Ça, c'est déjà énorme. Et alors, le livre, alors il est très gros, hein, je tiens à le dire. Le livre, il fait 400, attends, je regarde, voilà, 450 pages. Euh, il y a plusieurs parties. On démarre avec, évidemment, comme tous les bons livres, il faut avoir la vision globale de les structures, l'anatomie, la physiologie, comment ça marche, c'est-à-dire le visage, la langue, le palais, le système vagal, le nez, etc. Mhm. On va avoir tout ce qui est la succion, la mastication, la déglutition, comment ça fonctionne, parce que ça a l'air de rien, mais c'est majeur. Là, je tombe par hasard sur un encadré qui montre il va y avoir des encadrés avec des petits exercices pratiques qu'on peut faire. Il y a aussi Mhm. des encadrés, bon, je ne sais pas si je tomberai dessus, mais qui sont plus des témoignages ou des expériences que tu as vécues dans ton cabinet, dont tu nous fais part. Donc, Mhm. ça fait deux types d'encadrés, en pratique et puis témoignage. Évidemment, on va parler des dysfonctions, puisque après avoir parlé de qu'est-ce que c'est que la succion, la mastication, la déglutition, tu vas parler des dysfonctions, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui se passe au niveau du nez, au niveau de la mâchoire, etc., etc. Les causes, parce qu'évidemment, là, on l'a pas parlé, mais tu as dit, voilà, il se passe des choses au niveau épigénétique, tu peux avoir des parents ronfleurs, etc. Mais néanmoins, enfin, néanmoins, en plus de ça, il y a de plus en plus de bébés qui naissent avec des difficultés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des changements alimentaires? Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est ceci, cela? Tu parles de tout ça, évidemment, avec les études qui vont dans ce sens-là, les facteurs épigénétiques, ces histoires de freins de langue, pourquoi et quelles statistiques il y en a de plus en plus. Mhm. Tout ce- Alors, là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu vas avoir, chapitre 6, c'est les impacts à la naissance, le 7, les impacts sur les enfants, le 8, les impacts sur l'adulte, le 9 sur la grossesse et la naissance, donc c'est énorme. Et alors le 10, ce sera les préventions, et tu vas aussi parler des maladies dégénératives, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Impact à la naissance, impact sur les enfants, sur les adultes, c'est énorme, quoi. Oui, tout à fait. En fait, pour peut-être donner un petit mot d'explication par rapport à ça, le nez, en fait, bon, ben, c'est vraiment via le nez la respiration nasale qui va vraiment nous permettre d'oxygéner de manière optimale notre corps. Mhm. Et donc, ça veut dire inspire, expire par le nez. Ça, c'est vraiment le mécanisme optimal. Et en fait, ce mécanisme permet également de faire circuler du NO, de l'oxyde nitrique, qui est en fait un gaz vasodilatateur. Donc, qui va vraiment ouvrir, moi je dis, ça ouvre les tuyaux, quoi. Ça ouvre toutes les petites artérioles, même profondes, au niveau des tissus profonds, pour permettre justement au sang de passer et d'amener l'oxygène dans les tissus. Et au moment où la respiration buccale se met en route, eh bien, en fait, ce héno, qui a un temps de demi-vie très court, en fait, s'arrête. Et en fait, on va avoir une vasoconstriction des artères qui fait que, du coup, l'oxygène est moins bien délivré dans les tissus profonds. Et c'est ce qu'on va appeler, en fait, de l'hypoxie chronique intermittente. Et en fait, c'est un petit peu l'image, pas d'un infarctus, mais c'est vraiment, oui, les tissus sont en manque d'oxygène chronique de manière intermittente, c'est-à-dire à chaque fois qu'on commence à respirer par notre bouche. Mais du coup, voilà, ça concerne le cerveau, ça concerne tous les organes de notre corps. Et donc, en fait, à la longue, quand ça fait des années, voire des dizaines d'années, qu'en fait, on est un respirateur buccal, on ronfle, on fait des apnées obstructives du sommeil, bah, il y a un moment donné, la matière grise, elle s'abîme, en fait. Mhm. Mhm. Oui, c'est ça, elle s'abîme, elle est moins bien oxygénée. Donc, en fait, elle s'abîme. Et en fait, ça donne naissance à ces fameuses maladies neurodégénératives devenues, c'est un fléau hein, à l'heure actuelle. Alors,
Je ne dis pas que c'est que la respiration et le sommeil, hein, comme je le dis dans le bouquin, c'est les maladies neurodégénératives. Il y a toute une série de facteurs de risque qui sont alimentaires, le fait de bouger, la pollution, enfin bref, il y a tout un tas de... Mais le sommeil et la respiration sont vraiment un gros pilier central de ces maladies Mhm. neurodégénératives. Et la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que ce sommeil et cette respiration, c'est par rapport à la pollution, par exemple, c'est relativement facile d'intervenir dessus, quoi. Oui, mais tout à fait. Et en fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas C'est ça, d'âge pour c'est ça. intervenir. Il n'y a vraiment pas d'âge pour intervenir. On peut renverser le processus à 150 ans, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mhm. La troisième partie de ton livre, prévention, diagnostic précoce et traitement, donc on imagine bien ce que c'est, avec les mesures de prévention pendant l'enfance, le dépistage massif des TROS, ça veut dire quoi TROS? Le TROS, en fait. C'est vrai que plutôt que de parler d'apnée obstructive du sommeil, on devrait parler de TROS. Parce qu'en fait, l'enfant, il est symptomatique avant de faire des apnées. Mhm, Et bien souvent, on dit aux parents, on fait une polysomnographie, on fait un test du sommeil pendant la nuit, on dit, ah mais non, mais il n'a pas d'apnée, donc il a rien. Alors que pourtant, les parents rapportent qu'il a des difficultés scolaires, il est ci, il a ça, machin, machin. Et on dit aux parents, mais non, il n'a pas d'apnée. Et en fait, c'est pour ça que je parle beaucoup des TROS, des troubles respiratoires obstructifs du sommeil, qui lui prend en compte la respiration buccale, mhm, qui lui prend en compte les ronflements, que ne prend pas en compte le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui mhm, ne prend en compte là que l'apnée. Alors qu'en fait, dès qu'on est en respiration buccale, il y a une vasoconstriction des artères, donc il y a symptômes en fait, il va y mhm, avoir des symptômes, il va mhm, y avoir quelque chose. Et donc c'est pour ça en fait qu'il faut parler plus de TROS que de SAOS, le c'est SAOS, ça. donc syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui en fait est un diagnostic trop tard. Enfin, non, c'est jamais trop tard comme j'ai dit pour faire quelque chose, mais les gens, les enfants, les adultes sont symptomatiques avant l'apnée. Mhm, Et donc c'est pour mhm. ça qu'il faut parler de TROS. Ça, c'est important, ça, c'est important. OK. Pour finir sur présenter le bouquin, je voudrais quand même dire que, et c'est quand même majeur, on a eu la guérison durable, voilà, avec, et tu insistes beaucoup, toi en tant que médecin généraliste, une équipe de soins pluridisciplinaire, c'est-à-dire que, et j'aime bien ce petit graphique que tu as fait, que, zut, je vois plus mon partage du coup. Est-ce que tu vois toujours mon Oui, partage? oui, on le Oui, voit, oui, oui, on voilà, le ok, voit, on ok. le voit, on le voit. Avec le fait que bah, il y a l'IBCLC, la péricultrice, la sage-femme, le kinésithérapeute, il y a le logopède orthophoniste et plein de thérapeutes, les ostéopathes, les chiropracteurs. T'as pas mis les accompagnants en IMP. Ah, C'est c'est vrai c'est ça. une blague Alors j'allais dire ce dessin, en fait, il y a tellement d'acteurs dans cette prise de qu'on verrait page pas tout, ouais. Mm. qu'en fait, on pourrait en rajouter encore une quinzaine, certainement, quoi. Ouais, ouais, c'était une blague, bien sûr. Mais tu cites plein, plein de gens. Ouais. Et en plus de ça, vers la fin du bouquin, je sais pas si je vais le retrouver, voilà, il y a plein de témoignages de gens, et ça, je trouve que c'est super intéressant, avec Mhm, qui tu as travaillé, sur mhm, comment ils utilisent les fonctions OMF. Et en fait, ça marche dans les deux sens. C'est comment eux, dans leur métier, ils utilisent les fonctions OMF et à quel point ça les aide, mais mhm, aussi comment eux vont intervenir pour la réintégration des fonctions OMF. Donc, il y a la Sleep Clinic, ça parle, son nom, ça parle de soi-même qui travaille sur le sommeil, chiropracteur, ostéopathe, sage-femme, conseillère en mhm. allaitement, une autre sage-femme, des orthophonistes, des ORL, orthodontistes, pédiatres, médecine fonctionnelle, enfin c'est énorme, naturopathe, Ouais, doula, infirmière. Ludivine a écrit un petit passage pour parler de l'IMP, l'intégration motrice ouais. primordiale, une enseignante, kinésithérapeute, podologue, posturologue. Enfin, c'est assez énorme, quoi. C'est génial, ça. C'est ça que tu appelles ta Dream Team? Ouais, c'est ça que j'appelle ma Dream Team. Alors, je sais que parfois, cette Dream Team aussi, à l'inverse, elle peut faire un peu peur parce que du coup, les gens se disent, ah my God, quoi, je dois consulter tous ces gens-là. Non, évidemment. C'est vraiment, voilà, chacun a un rôle dans cette histoire et il faut évidemment, il n'y a pas besoin d'aller consulter non plus ces 15 personnes qu'on vient de citer. Et voilà, c'est selon comment ces personnes-là se sont organisées entre elles, ben, on va peut-être voir trois personnes, peut-être quatre, ça dépend un peu. Mhm. Voilà. Et puis aussi, toutes les personnes ne vont pas intervenir au même moment. Enfin, je vous ai dit, cette prise en charge, elle est longue en fait, hein. C'est vraiment de la naissance, enfin, même de la préconception à l'âge adulte. Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'il va falloir aller chez un thérapeute une fois par semaine ou une fois par mois pendant 18 ans. C'est pas ça non plus que je veux dire. Donc, c'est vraiment, voilà, simplement pour insister que euh,
Donc cette Dream Team, elle est importante parce que ben voilà, hein, on a parlé de l'anatomie, on a parlé des fonctions, on a parlé du psychisme, on a parlé des apprentissages. Et donc voilà, chaque acteur de soins va avoir un rôle dans les différentes étapes par lesquelles le bébé, l'enfant et éventuellement l'adulte plus tard va passer. Donc c'est pour ça que cette Dream Team, elle est assez importante. Mais voilà, tu vois, alors quand on prend les choses en charge très très tôt, imaginons dès la naissance. Oui, c'est vrai que la première année de vie, ça peut être un petit peu intense au niveau des rendez-vous. Ou tout comme si on démarre une prise en charge, je ne sais pas moi, à 3 4 ans, souvent la première année risque, oui, est souvent un peu intense, mais alors après, ça va s'estomper, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Tu vois, l'orthodontie, ben, on va la démarrer idéalement vers 3 4 ans. Mais donc voilà, ça va être un temps ça va être des moments en fait. Ça va vraiment être des moments entre la naissance et 18 ans d'âge, Mhm, grosso mhm. modo. J'ai une petite question un peu subsidiaire, si je puis dire. Tu n'es pas obligé de répondre, mais je suis quand même évidemment heureusement surpris. Mais si je prends l'exemple de la France, jamais de ma vie, j'imagine un médecin généraliste me dit, va voir un ostéo, va voir un chiro, va voir des gens qui font les réflexes, va voir une naturopathe, oh là là, c'est très dangereux, va voir ceci ou va voir cela. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as cette approche-là? Est-ce que c'est le côté belge? Est-ce que c'est le côté États-Unis ou est-ce que c'est juste dans ton caractère? Qu'est-ce qui fait que tu as cette ouverture de justement d'aller voir avec des professionnels quand en général, chez nous en tout cas, les médecins auraient plutôt tendance à nous dire attention, c'est dangereux les ostéopathes, c'est dangereux les chiros, c'est Ouais. dangereux les réflexes, c'est Mm. dangereux les naturopathes ou et même ils ne savent pas ce que c'est qu'une doula ou même une conseillère en allaitement. Donc Ouais. qu'est-ce qui fait? C'est la Belgique, les États-Unis ou rien à voir, c'est ton caractère. Non, je pense que c'est la Belgique et mon caractère, parce qu'en fait, en Belgique, moi, j'ai travaillé en maison médicale. Je n'ai d'ailleurs que travaillé en maison médicale. Et D'accord. donc, du coup, et il y a beaucoup de maisons médicales, en fait, en Belgique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très répandu du côté belge. C'est vraiment les maisons C'est médicales. quoi une maison médicale? En fait, c'est une structure dans laquelle tu vas trouver à la fois un médecin généraliste, mais aussi un kiné, peut-être parfois un ostéo, une infirmière, une psychologue, une nutritionniste. Mhm. Et donc, en fait, moi, j'ai été baignée dès le départ de ma formation. Voilà, il y a quand même des points positifs à la formation, Bien dans ma sûr. formation médicale. C'est que, voilà, en prenant le parcours de médecin généraliste, moi, j'ai été baignée dans cette pluridisciplinarité. Super. J'ai travaillé aussi, par exemple, en planning familial. Et donc, du coup, on avait des psychologues, on avait aussi toute une série, tu sais, on avait même des sophrologues il y a même parfois oui, des sophrologues Bien dans les sûr. plannings Ouais. familiaux en Belgique. Voilà, il y a il y a Ouais. cette Ouais. pluridisciplinarité. C'est vrai que le côté belge, francophone, et je pense flamand aussi, mais transpire quand même assez bien de Ouais. cette Mm, mm, pluridisciplinarité. mm. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, j'ai quand même vachement été éduquée dans cette pluridisciplinarité. Moi, tout de suite, mes parents, depuis toujours, j'allais chez l'ostéopathe, Mhm. j'allais chez l'homéopathe aussi, on allait chez le médecin, bien sûr, quand il fallait y aller chez le médecin. Mais j'ai vraiment, voilà, mes parents, je pense que moi, ont cherché aussi des solutions pour certaines choses. Mhm. Ils ont même à un moment donné testé la méthode Tomatis, hein, qui est une Ouais, méthode je connais bien. Mm. voilà, que tu connais. Donc, tu vois, j'ai vraiment grandi dans une famille qui cherchait aussi des solutions Mhm. pour nous, pour leurs enfants. Super. Donc j'ai baigné dedans et puis ben, un peu, voilà, via ma formation de médecin généraliste, on a quand même pas mal baigné. Tu sais, en tant que généraliste aussi, je me souviens dans une maison médicale dans laquelle je travaillais, on a eu une fois un hypnotiseur qui est venu se présenter et qui est venu nous faire une démonstration, etc. Et donc, on a eu cette séance Waouh. d'hypnose. Ouais. Donc je suis tombée, en tout cas, j'ai voulu toujours travailler oui, en pluridisciplinarité. Et tu sais, du coup, en maison médicale, quand j'avais un patient qui avait mal au dos, typiquement, bah oui, je l'examinais, je m'assurais qu'il n'y ait pas un truc grave, machin, et puis je disais, bah, écoutez, vous allez vous faire examiner par le kiné, parce que c'est le kiné qui est il est plus doué que moi que pour examiner un Bien dos sûr. qui fait un peu mal ou c'est des tensions, c'est pas une hernie discale. Donc, et je disais Mm. clairement, je dis, écoutez, là, le kiné est vachement, il est plus doué que moi, quoi. Donc, vous Mm. allez aller chez le kiné. Donc voilà, j'ai baigné là-dedans, en fait. Oui. Super, super. Bah, merci, merci, c'est chouette. Je suis très content qu'on ait pris le temps de te connaître et de connaître ton livre. Pourquoi? D'abord parce que c'est un livre génial et que je veux qu'il soit connu et je pense que c'est ce qui va se passer. Ce livre va être lu, à mon avis, par les kinés, les psychomotriciennes, les dentistes, les orthodontistes,
les enseignants et plein de gens. Et c'est vrai que le livre, il s'adresse plutôt à ces publics-là, mais aussi, et je tiens à le dire, parce que évidemment, je l'ai lu en tant qu'éditeur et relu, il s'adresse aussi, alors pas au grand public, c'est pas quand même un livre pour le tout venant, c'est plutôt un livre pour les gens qui s'intéressent bien à la santé en règle générale, qui ont lu des livres sur l'alimentation, qui ont lu des livres sur, on va dire, le développement personnel, un public qui s'intéresse à ces sujets-là, ils peuvent le lire, quitte parfois, si on est moins motivé par l'anatomie et la physiologie au début, on peut aller vers les chapitres qui nous intéressent plus, ce ne sera pas dramatique. Donc je tiens à dire que c'est quand même un livre, même s'il n'est pas un livre grand public, qui est pas un livre médical non plus, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'utilise un vocabulaire simple. D'ailleurs, Ouais. moi, c'est très simple. J'ai quand même un côté de dyslexie qui vient de ma respiration buccale quand j'étais jeune. Et donc, moi, quand on me parle avec des mots archi compliqués, je comprends pas quoi. Donc, j'ai vraiment, voilà, voilà, moi, j'aime bien expliquer de manière simplement, de vulgariser un maximum. Et de toute façon, je suis partie du principe quand même que qu'on soit médecin, kiné, orthophoniste, machin, machin. De toute façon, on n'a pas eu cette formation de nez en corrélation avec le palais. Donc, j'ai quand même eu cette intention. Je voulais vraiment tout mettre à plat parce qu'en fait, je sais que ces fonctions, déjà à la base, ces fonctions oromaxillofaciales, elles sont mal comprises par les médecins, enfin voilà, par Mhm. tout, Mhm. tout le, toute la Dream Team en fait. Ouais. Parce qu'on n'en a jamais parlé comme ça, de cette manière-là. Mhm. Donc voilà, j'ai voulu de toute façon mettre tout à plat, expliquer de manière simplement, parce que je sais que même celui qui est médecin et que même s'il utilise un vocabulaire très scientifique pour son métier, ça va quand même l'intéresser parce que je mets les choses d'une manière à plat qui n'ont jamais été mises à plat comme ça. Et Mhm. pour moi, c'est super important et j'ai même envie de te dire, Paul, que faut pas zapper le premier Oh, chapitre pardon. parce que Parce que justement, je pense que la majorité des erreurs cliniques qu'on fait par rapport à ces dysfonctions oromaxillofaciales avec ou sans frein lingual restrictif vient du fait qu'en fait, cette anatomie n'est pas bien comprise, que ces fonctions oromaxillofaciales ne sont pas bien comprises. Donc en fait, j'ai vraiment voulu mettre tout à plat, tout bien réexpliquer pour pouvoir, dans un deuxième temps, Ouais. se dire, ah oui, maintenant, je comprends pourquoi ça et ça, ça Ouais. pose problème. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, j'ai lu tous les chapitres, hein. Et autant pour moi, il faut lire tous les chapitres. Non, mais de toute façon, c'est vrai. Moi, quand je l'ai lu, c'était pour moi, bon, j'adore lire ce genre de bouquin, mais comme vraiment presque un roman. Enfin, c'est passionnant. Et puis, au fur et à mesure de la lecture, je disais, mais pour. Alors, moi, j'ai pas fait médecine, évidemment. J'aime bien blaguer en disant que j'ai bac -3, mais en disant, mais. Moi qui, toute ma vie, me suis intéressé à la santé, à l'apprentissage, à tout ça, je dis, mais pourquoi je ne savais pas tout ça? Bien sûr, j'ai entendu parler au fur et à mesure des années de ceci, de cela, mais à ce point-là, maintenant, je ne peux plus regarder un enfant de la même manière, ou même un adulte, ou entendre parler de la respiration, du sommeil, etc., de la même manière. Et je veux dire aussi pour les gens qu'on a survolé le bouquin, on est loin d'avoir abordé tous les sujets qui sont abordés dans le bouquin. Il y en a beaucoup d'autres. Là, je suis par hasard, là, je suis sur le système vagal dans le bouquin. Bon, tout le monde entend parler du nerf vague et tout, mais sauf que toi, vas le mettre en lien avec les fonctions oromaxillofaciales, avec plein d'autres choses, et c'est hyper important. Voilà. À l'heure où vous nous écoutez, enfin où on enregistre, pardon, cette vidéo, ce podcast, on est début mars. Le livre, il n'est pas encore disponible parce qu'il part chez l'imprimeur, mais il est d'ores et déjà disponible à la commande chez tous les libraires de France, de Belgique et de Suisse. On a vérifié, vous pouvez le commander chez n'importe quel libraire, marchand de journaux ou magasin qui vend des livres, en France, en Belgique, en Suisse. Vous pouvez le commander sur l'IRECA. L'IRECA.com, c'est un site internet qui vend dans le monde entier. Donc, si vous êtes au Maroc et que vous nous entendez au Maroc, vous êtes en Afrique ou vous êtes aux États-Unis ou plutôt au Canada où il y a beaucoup de francophones, il est disponible sur l'IRECA. C'est un tout petit peu plus cher. Enfin, c'est un peu plus cher que de l'acheter en France, mais c'est pas si cher que ça. Et vous pouvez donc l'avoir dans le monde entier, vous le faire libérer. C'est l'IRECA.com, c'est avec un K, l'IRECA, c'est Ouais, ça? c'est l'IRECA avec un K, exactement. Ouais. Ouais. LIREKA.com, vous pouvez le trouver. Et il est disponible aussi. Et il est Mhm. disponible évidemment encore mieux sur notre site internet directement en commande ressourcesprimordiales.com. Et il est disponible sur la Fnac, sur Amazon et toutes les plus bonnes plateformes et tous les libraires. Ouais. Donc voilà, vous pouvez le commander d'ores et déjà. Il vous sera envoyé ou disponible chez les libraires que le jour de sa sortie officielle, c'est-à-dire le tout début mai, première semaine du mois de mai. Voilà, Mhm. mais vous pouvez d'ores et déjà le commander. En plus, ça nous arrange parce qu'on sait combien on va en faire imprimer à peu près. Donc Mhm. voilà.
pour moi, comme je le disais, c'est un manuel, j'emploie ce mot à dessein, qui sera ou qui devra être dans tous les cabinets de kiné, d'orthophonistes, de psychomotes, logopèdes, médecins généralistes évidemment, mais même aussi les ostéos, les chiros, etc. Parce que tous, et y compris les parents, on doit être informés sur ça parce que c'est tellement dommage. Moi, évidemment, j'ai travaillé toute ma vie avec des enfants en difficulté scolaire, sauf que je les vois à quel âge? Bah, quand ils commencent à avoir des difficultés scolaires, c'est-à-dire vers quel âge? 7, 8 ans, parce qu'on attend la première année de primaire et tout et tout. J'en vois des fois des enfants plus tôt, parce qu'avec les histoires de schème réflexe et tout, des fois on voit des enfants plus tôt, mais en général c'est 7, 8 ans. Or, dans ce que on apprend dans ton livre, on peut faire des choses et voir des choses en ayant lu le bouquin déjà dès tout petit. Et ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer dans la Dream Team ou commencer à mettre en place des choses avant, et donc avant qu'on rentre dans une boucle d'aggravation et une difficulté, une spirale d'échec scolaire où l'enfant, bah, il respire mal, il a du mal à se concentrer, il est fatigué, gna 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 gna. Et donc c'est génial d'un point de vue prévention, c'est génial. Et puis surtout, pour tous ces professionnels qui savent pas quoi faire et qui disent je comprends pas, il n'a pas de problème neuro, et pourtant il a des troubles de l'apprentissage. Il y a tellement de choses à faire. Alors là, je parle de troubles de l'apprentissage parce que c'est mon dada, mais tu Mhm. parles de plein d'autres choses. Et donc, vraiment, merci pour ce bouquin. Nous, on est hyper contents de le sortir. Un mot de la fin, un message que tu veux faire passer. Bon, il y en a tellement dans le livre. Ouais, il y en a tellement. Il y a peut-être un truc qui me vient. Je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent m'attendaient peut-être, ou pour les personnes qui me connaissent, s'attendaient peut-être à ce que je sorte un livre sur le frein lingual, en fait, hein. Mhm. Ce qui n'est pas le cas. Alors, j'en parle évidemment quand même un petit peu dans le bouquin. Mais je voudrais juste expliquer que la raison pour laquelle j'ai pas sorti un livre sur le frein lingual, c'est que pour moi, de nouveau, il fallait d'abord comprendre ce que c'était ces fonctions et ces dysfonctions oromaxillofaciales et d'où elles viennent et ce qu'elles font pour pouvoir comprendre dans un deuxième temps cette histoire de frein lingual restrictif. Donc voilà, c'est vraiment dans le sous-titre, le mot comprendre pour moi est vraiment méga Mhm. important. Mhm. Et voilà, et donc ça c'est vraiment l'objectif du bouquin. Alors bien sûr, je parle du frein lingual restrictif, j'explique ce que c'est, je donne des études cliniques, etc. Mais voilà, j'ai vraiment voulu voilà, reprendre la globalité pour pouvoir mieux C'est après ça. expliquer certaines petites spécificités dont fait partie éventuellement le frein lingual restrictif. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà, c'est vraiment un livre pour comprendre profondément tout ce qui se passe voilà, à ce niveau-là, et puis du coup, enfin, au niveau du Ouais. visage, et puis du coup au niveau de la globalité du corps. Ouais, et ça, je tiens à insister dessus, c'est très intéressant parce que ce livre, c'est pas un livre de niche, c'est un livre d'une vision globale, j'ai envie de dire, du corps humain Ouais. et du développement depuis le ventre de la mère, parce que tu parles beaucoup de la grossesse et de tout ce qu'on peut faire Mhm. à ce niveau-là, jusque même à la personne âgée et aux maladies dégénératives. Donc c'est un livre Voilà. sur les humains, le corps humain, sur des fonctions essentielles et méconnues, oubliées en lien avec la Mhm. santé et le sommeil. Et je tiens à dire, parce que c'est le podcast Connexion Primordiale et le plaisir d'apprendre, que tu parles aussi à plusieurs reprises des réflexes archaïques, etc. On laissera les Oui. gens découvrir ça, mais ça nous apprend plein de choses. Et je tiens à rajouter ma petite graine là-dessus. J'ai rien écrit, hein, c'est toi qui l'as fait à partir de tes connaissances. C'est que aujourd'hui, je pense que, et tu me dis si tu n'es pas d'accord avec ça, que d'une part, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent au niveau on pourrait dire des difficultés au niveau de l'intégration des réflexes archaïques chez le bébé et chez le plus grand, qui sont dus à des dysfonctions oromaxillofaciales. Donc c'est impératif de travailler dessus pour pouvoir avoir un bon équilibre au niveau des fonctions, de la matrice réflexe et du fonctionnement du système réflexe. Et ça marche aussi dans l'autre sens parce que le travail sur les réflexes va permettre un travail global qui permet une bonne intégration aussi ou qui va aider dans ta Dream Team au niveau des fonctions OMF, n'est-ce pas? Non, tout à fait. C'est vraiment deux centres qui communiquent de manière bidirectionnelle, non-stop, en fait. Et donc, du coup, voilà, il faut vraiment prendre les deux, il faut prendre les deux Ouais, en charge ouais, ensemble. Alors, évidemment, chaque patient va être différent. Et donc, du coup, parfois, on va d'abord aller plus vers des réflexes, parfois plus vers c'est ça. les fonctions OMF, parfois les deux ensemble. Mm, Mais, mm. euh, mais clairement, les deux sont 300% connectés. De nouveau, hein, ça fait un peu référence au podcast qu'on a fait ensemble sur les Ouais, deux centres de le centre de gravité, hein, gravité. où tu expliques super bien voilà, ces deux centres qui, dès le ventre de la mère, en fait, sont déjà en connexion, quoi. Ouais, ouais. Donc, Bah, tout à fait. pour nous, c'était simple. À partir du moment où on a commencé à travailler avec ce que tu faisais, et puis avec le livre maintenant, on pouvait plus travailler comme avant, quoi. On était obligé d'intégrer ces notions-là dans notre travail. Et
parce que nous, on a formé des dentistes, des orthodontistes et on forme tout le temps des orthophonistes, etc. Ils nous disent à quel point ça impacte les fonctions Ouais. OMF, ce qu'on fait. Donc, cette notion de 200 de gravité est arrivée. Les fonctions OMF et le nombril, c'est génial. Lisez le livre, commandez-le. Franchement, c'est vraiment merci de nous avoir fait confiance en tant qu'éditeur, Caroline, pour éditer ton livre. On adore la couverture, on adore le livre, on adore l'énergie du livre, on adore la notion de Dream Team et toutes les infos. Je veux dire, c'est 400, à peu près 40 pages, mais riche, d'une richesse vraiment énorme. Et merci à toi. Et merci pour cette interview. On sait plus qui tu es, d'où tu viens, quel est ton background, ton histoire et tout. Et je pense que ça va nous passionner et puis nous faire patienter un peu en attendant la sortie du livre. Et puis pour ceux qui découvriront cette interview après le livre, bah, ça permettra d'avoir un contact plus humain avec toi et plus riche. Donc merci à toi, Caroline. Oui, avec grand plaisir. Et moi, j'ai juste envie de rajouter que c'est plus de 400 pages, mais il y a des anecdotes, il y Ouais, a vraiment, il est rigolo en fait. ouais. Il est C'est rigolo. Ouais, ouais. léger, quoi. C'est pas pour 400 pages, non, il y a vraiment, Ouais. on l'a vraiment rendu vivant ce bouquin, je pense. Ouais, c'est aéré, il y a quelques illustrations aussi et Ouais. tout. Non, ça se lit très bien. Faut pas que ça vous fasse peur, c'est vraiment génial. Donc merci à tous et à toutes, et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de podcast, et surtout, on se retrouve en librairie pour le livre de Caroline. Merci Paul, et merci à tous et à toutes, et à très bientôt.